Retour sur le plateau de À but non lucratif, émission spéciale enregistrée au Palais des Congrès de Paris où se tient le Forum national des associations et des fondations. 5000 visiteurs, dirigeants et responsables du secteur associatif, plus de 60 conférences et ateliers, l'occasion de confronter des idées sur la responsabilité sociétale des associations et de parler d'engagement. Nous nous centrons au regard de l'actualité sur la COP21 en question ONG et associations. Quelle mobilisation pour la COP21. On va essayer de comprendre quels sont les objectifs, les investissements déterminés par les associations et ONG pour la COP21, quelles actions et quelles mesures d'impact. Et pour en parler, avec nous Gilles Béraud, président du comité 21, Hugues Sibyl qui nous a rejoint et qui est président du labo de l'ESS, le think tank de l'économie solidaire et sociétale. Vous nous en parlerez précisément parce qu'il y a une expression très précise. Frédéric Amiel pour Greenpeace et Sophie Barniot qui est cofondatrice de Care News. Alors on va essayer de reprendre un peu le cours de notre échange en ajoutant votre témoignage, Hugues Sibyl. Lorsque vous regardez cette question de la mobilisation des associations et des ONG pour la COP21, vous mettez le curseur à quelle hauteur ? Il y a une bonne mobilisation, c'est encore un signal faible ou on est en route ? On est en route, on peut progresser, on l'a vu ce matin au forum, on sent qu'il y a une prise de conscience, mais peut-être aussi l'impression que ce qui va se jouer à Paris, c'est de l'ordre des diplomates, que c'est de l'ordre des gens qui vont négocier, les 2 degrés, et que donc il faut poursuivre l'effort pour bien que chacun saisisse que la société civile doit être actrice de cette négociation et que la société civile, c'est les citoyens, mais c'est aussi les associations et qu'elles peuvent se mobiliser non seulement pour la COP21, mais pour l'après-COP21. C'est pas simplement un agenda qui va de maintenant à début décembre. C'est un agenda qui est beaucoup plus long, qui remonte en arrière et qui se poursuivra après. Et donc les associations, elles sont actives, mais elles peuvent l'être encore sûrement davantage pour faire monter la pression en direction des gouvernants qui vont prendre des décisions au moment de la COP21. On vous connaît, si vous me passez l'expression, avec votre casquette crédit coopératif. Tout à fait, j'en suis fier. Mais peut-être un peu moins avec celle de président du labo de l'ESS. Ouais. 2 mots sur ce think tank. L'économie et la politique ont des think tanks, donc pourquoi l'économie sociale n'en aurait pas une donc on a créé, c'est Claude Alfandéry qui l'a fait, un lieu où on essaye de réfléchir et de mener la bataille des idées. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle était sympathique, mais elle était loin d'avoir encore gagné la bataille des idées. Et donc, on veut être présent dans le débat d'idées, on veut montrer que c'est des solutions, et surtout, on veut montrer que notre vocation n'est pas être dans le small is beautiful, c'est-à-dire le témoignage sympathique dans un petit coin. Ils font leurs petits trucs, c'est sympa, mais le reste de l'économie continue comme avant. Moi, j'ai de l'ambition pour l'économie sociale et solidaire, et je pense que cette ambition peut avoir des impacts sur le climat, peut avoir des impacts sur le développement durable, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une façon alternative et différente de faire de l'économie. Gilles Béraud, président du comité 21. Le débat d'idées, c'est une perspective qui vous convient bien. Les associations, les ONG mobilisées pour la COP21, dans un débat d'idées qui est parfois très mélangé, très différencié. Est-ce qu'on n'a pas un peu de mal à se centrer sur quelques angles d'attaque majeurs ? Je crois qu'il faut savoir dans quel sens on prend les choses. Oui. Baisser ses émissions de carbone, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie, de contrer les précarités, et d'autant qu'on se rend compte que toutes les précarités sont augmentées par les problèmes climatiques. Qu'on soit sur les problèmes de santé, de grande pauvreté, d'accès à l'énergie, etc., il y a un renforcement chaque fois qu'il y a des tempêtes et quand il y a l'augmentation de température. Donc c'est un enjeu de société dont il faut qu'on discute. La question aujourd'hui, c'est pas seulement de baisser les émissions de carbone, c'est pas seulement de s'adapter aux tempêtes, etc. C'est de quelle société on a besoin. La vraie difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est le temps. On est sur des échéances de très très court terme. On aurait dû commencer ce débat d'idées il y a 10 ou 15 ou 20 ans, au moment de ce passage de siècle, de se dire de quel siècle on a besoin. On ne l'a pas fait et on discute dans l'urgence et ça, c'est pas très bon. Et c'est d'autant plus important que je me suis prêté au petit calcul il n'y a pas longtemps de me dire combien d'enfants sont nés depuis l'an 2000 ? 2 milliards. On vient de passer 2 milliards de naissances depuis l'an 2000. Il y a 16 pays africains qui ont plus de 40% de leur population qui a moins de 15 ans. Cet enjeu-là, c'est l'enjeu de l'avenir. Et donc, surtout, continuons à discuter. Maintenant, il faut être dans une discussion du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on discute et on agit en même temps. On n'est plus sur le modèle des Lumières. Vous savez,
il y a des transformations, on discute, on laisse parler les philosophes. Là, il faut qu'on fasse tout en même temps, et c'est le monde du 2.0 d'aujourd'hui. Il faut que ce soit celui aussi d'une COP21, et c'est pour ça que c'est bien que la COP21 s'ouvre beaucoup plus, et qu'il y a le débat, et pas seulement les négociateurs, c'est l'ensemble de la société qui doit discuter. Frédéric Amiel, chez Greenpeace, le débat d'idées, vous le prenez parfois à bras-le-corps. Oui, c'est notre habitude. C'est votre habitude. Alors, où vous en êtes? Mobilisation, ONG et associations pour la COP21. Quel regard vous portez sur ce débat que vous prenez à bras-le-corps? Écoutez, je crois que surtout pour la première fois, on porte tous le même regard. Et ça, c'est vraiment sans précédent. La coalition Climat 21, aujourd'hui, c'est plus de 130 organisations, des ONG, des syndicats, des fondations qui partagent le même constat. On ne peut pas tout attendre de la conférence des chefs d'État. Et Greenpeace a trouvé dans cette coalition de quoi fondre son identité ou d'accepter d'être avec des pairs. Mais je pense que tout le monde a trouvé son compte dans cette coalition parce que tout le monde a évolué. Et quelque part, à Copenhague, on avait tous une approche, on n'avait pas tous une approche différente, mais il y avait différentes approches qui étaient liées à cette confiance qu'on mettait dans nos chefs d'État, dans ce débat international. Et aujourd'hui, le constat que le changement doit aussi partir de nous, que le changement, il doit partir du niveau national, qu'il faut changer les États pour que les États se mettent d'accord, et non pas que les États se mettent d'accord pour changer ensuite à l'intérieur. Ça nous a donné une approche commune, une approche collective, et je pense que c'est notre force cette année. Pour Greenpeace, quel est l'enjeu fort, s'il y avait un marqueur à identifier précisément? Pour nous, le marqueur, c'est la transition énergétique, particulièrement en France aujourd'hui. On est le pays hôte de la conférence internationale sur le changement climatique, et on n'est pas capable de mettre en œuvre la transition énergétique. On est dernier de la classe en mode d'installation d'énergie renouvelable sur notre territoire. Pourtant, il semble y avoir des progrès. Il y a eu beaucoup de reportages, et encore ces jours-ci, sur les panneaux solaires en France. Oui, écoutez, en un semestre, la Chine a installé l'équivalent en énergie renouvelable de ce qu'on a installé en 8 ans. Donc on est quand même très très loin. Oui, il faudrait que les pouvoirs publics arrêtent de changer tout le temps les règles, par exemple sur le photovoltaïque. Parce que quand on regarde la télévision, je l'ai fait comme vous, effectivement le photovoltaïque n'allait pas bien il y a 6 mois, mais d'un seul coup on nous dit c'est génial, maintenant c'est rentable, ça marche. Essayons d'avoir un peu de constance. Et de ce point de vue-là, ce qu'on défend au labo de l'ESS, c'est une transition citoyenne, c'est y compris que les citoyens investissent dans le photovoltaïque. Il y a par exemple à Figeac, la ferme de Figeac qui est une coopérative agricole, des coopératives de toits. C'est-à-dire qu'on met des toits en coopérative pour y installer du photovoltaïque et le co-gérer ensemble et donc pour développer du photovoltaïque. Donc on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort et mobiliser les citoyens là-dessus et que les pouvoirs publics maintiennent un cadre qui soit suffisamment stable pour que nous, la société, nous les entreprises, nous les associations, on puisse construire concrètement cette alternative que nous souhaitons. De la visibilité. De la visibilité, de la constance et de la durée. Vous vous sentez accompagné par le gouvernement et lorsque vous allez parler au ministre de tutelle comme think tank de l'économie sociale et solidaire, vous vous sentez entendu? Nous sommes contents parce que nous avons une loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été votée en juillet de l'année dernière. Donc ça, c'était bien parce que ce pays adore les lois. Donc quand il y a une loi, au début, on est content. Une de plus, et puis après, on se dit, on a la loi, mais est-ce qu'on la met en œuvre et comment on fait pour la mettre en œuvre? Donc maintenant, on devient un peu plus exigeant sur la mise en œuvre. Et par exemple, sur la transition énergétique, il y a des choses à faire. Moi, je défends le modèle coopératif. Je suis au Crédit Coopératif. Il y a par exemple une magnifique coopérative qui s'appelle Enercop, qui est une coopérative qui distribue de l'énergie verte. Eh bien, nous appelons le labo de l'ESS à ce que la plupart des structures de l'économie sociale des associations passent sur Enercop pour accéder à l'énergie verte plutôt que de rester chez EDF. Sophie Bargnouf, pour Care News. Alors parlez-nous. Care News, c'est quand même le premier vrai journal dédié aux questions de mécénat et en trame de fond, la vie associative. Oui, tout à fait. Care News, c'est à la fois un site d'information dédié aux associations et aux entreprises mécènes et un journal papier, Care News Journal, qui permet de diffuser plus largement les initiatives associatives, les initiatives solidaires et également les actions d'engagement sociétal des entreprises. Il y avait un besoin. Pourquoi cette création de journal? Alors, il y a effectivement un besoin parce que on parle de plus en plus d'engagement sociétal, on parle de plus en plus d'action solidaire. Votre émission en est la preuve. Et de plus en plus, les associations et les entreprises ont besoin d'outils et de canaux spécialisés pour parler de ces sujets-là. Donc nous, on a voulu créer un portail d'information dédié aux associations et aux entreprises mécènes pour leur permettre de diffuser leurs informations parce qu'on est convaincu qu'il y a une culture du mécénat qui se met en place dans les entreprises, il y a une culture du mécénat qui se met en place au niveau des associations et qu'on se dit que pour développer l'engagement sociétal, pour développer tout ça, il faut en parler.
Qu'est-ce qu'on trouve lorsque l'on va sur le site carnews.com ou qu'on lit le journal qui traite à ce sujet ONG et associations? Quelle mobilisation? Alors, on trouve effectivement beaucoup de choses. On trouve à la fois des articles de journalistes, des articles également postés par des organisations elles-mêmes, donc des associations ou des entreprises. On va trouver aussi bien un dossier spécial sur l'environnement qui a été publié en début du mois qu'un article sur les mécènes de la COP21, les mécènes officiels. On aura aussi des actus d'organisations comme la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme, que le GRS ou comme une association comme Milieu une fontaine. Voilà, on trouve un certain nombre d'actions et on a des petits exemples, si vous voulez que je vous en donne quelques-uns. On va déjà en prendre un, si vous le permettez, pour bien pointer quelques actions que vous allez commenter. Commençons par la prime à 10 000 € sur les voitures au diesel. Vous la lâchez, vous rachetez une voiture électrique et puis il y a un bonus de 10 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement là fait bien son travail? C'est une mesure incitative valable pour vous ou pas? Frédéric Amiel. Allez-y. Bah, écoutez, oui, une incitation, c'est intéressant. Après, ça reste un cache-misère. La réalité, c'est que si on veut changer le système du transport, il faut revoir toute l'infrastructure. Et ça, c'est pas une question de prime au diesel, c'est une question de volonté politique au niveau national. Il n'y a rien qui vous a interrogé sur cette prime à 10 000 €? Rien n'a interrogé les observateurs que vous êtes? Hugues Sibylle, Gilles Béraud, Sophie Barniot? Non. Allez-y. Écoutez, je partage tout à fait le fait qu'il faut inciter et il faut financer le passage à des changements technologiques quand c'est le cas et quand c'est nécessaire. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille un peu plus ce qu'est la notion de véhicule responsable, de véhicule durable. Je pense qu'il faut se débarrasser du véhicule propriétaire, en tout cas dans les grandes villes, et donc favoriser plutôt la mise en place de véhicules partagés que de véhicules. Après, il faut se poser la question de l'électricité. Comment elle est faite? Comment elle est transportée? Comment elle est stockée? On voit bien qu'il y a une part de la solution qui est là. Je ne suis pas sûr qu'on est allé au bout de la partie démocratique, du débat qu'on doit avoir sur ce qu'est la mobilité, et que il ne faut pas se précipiter sur les primes, même si je pense qu'elles sont évidemment totalement nécessaires. Autrement, il ne se passera rien, notamment parce que des gens aujourd'hui ont besoin de véhicules de très mauvaise qualité environnementale pour aller travailler, etc. Enfin, il y a aussi moi, tout je vais un champ ajouter deux social. questions et peut-être vous prendrez le temps plus tard de faire des recherches, ou vous qui nous écoutez. Pour bénéficier de cette prime de 10 000 € si vous achetez un véhicule propre, il faut regarder quelles sont les marques qui sont concernées. Est-ce que ça touche les marques de voitures françaises ou étrangères? C'est une première question. Et la deuxième question, c'est qui peut acheter, qui peut en bénéficier? Parce qu'en fait, peut-être vous vous apercevrez que pour toucher cette prime, il faut déjà acheter une voiture à 40 ou 50 000 €. Et quand on a une vieille voiture diesel de plus de 15 ans, c'est que peut-être on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture de plus de 40 000 €. Je vous donne des pistes et puis vous nous tiendrez au courant. En tout cas, il y a des voitures un peu moins chères dans les véhicules électriques. Mais en tout cas, c'est des véhicules neufs et nous, le projet, c'est plutôt de prolonger la durée de vie, d'autant qu'il y a maintenant un marché du véhicule d'occasion électrique et de véhicules GNV, etc. Hugues Sibylle. Oui, je partage. Je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure. Il faut aussi stabiliser à un certain moment. Quand je prends les véhicules diesel, même quand je vois les politiques d'équipement des entreprises, il y a un certain moment où on vous dit qu'il vaut mieux prendre du diesel, et puis quelques temps après, dans les politiques d'achat ou de location des entreprises, on va dire ah non, c'est plus le diesel qu'il faut prendre. Donc il faudrait essayer, par une discussion entre parties prenantes, d'arriver à stabiliser à certains moments une doctrine sur ce qui est bien et pas bien, parce que finalement, à certains moments, on est quand même un peu perdu. C'est ça. Et sur une consommation très emblématique pour les Français, la voiture, il y a vraiment matière à discussion, il y a vraiment matière à être troublé. Et c'est là où la responsabilité sociale est importante, parce qu'il faut discuter entre parties prenantes, c'est-à-dire que le gouvernement ne doit pas être seul à dire voilà le droit, il doit travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour dire à un certain moment on stabilise une position sur ce sujet-là. Deuxième chose que je voulais dire, je rejoins évidemment ce qui a été dit sur le fait d'être plutôt sur du partage, et donc sur les véhicules en ville, on soit plutôt sur du covoiturage, etc. Avec un petit bémol qui est que comme je défends l'économie sociale et le modèle coopératif, je souhaite que se développe ce type de modèle coopératif, c'est-à-dire qu'il y ait des coopératives d'usagers de voitures qui se créent et qui ne nous laissent pas... moi, je suis un tout petit peu choqué, si vous voulez, quand j'entends parler d'économie de partage ou d'économie collaborative avec des sociétés comme RMB qui rentre en bourse à 8 milliards de cotations à la bourse de New York. Il y aurait comme une incohérence entre les valeurs et le modèle économique. Je pense qu'il y a une certaine incohérence, et quand on parle de partage, on ne partage ni l'argent ni le pouvoir. Comme moi, je défends un autre modèle, qui est le modèle coopératif, c'est à nous-mêmes que je dis ça. Sachons entreprendre pour devenir
venir des coopératives qui proposent d'autres offres sur des transports urbains avec un mode coopératif. Frédéric Amiel, alors si on sort de l'exemple des transports, comment vous pourrez nous aider à comprendre que cette COP21, il y a des moyens pour que ce soit un succès? Est-ce qu'il y a d'autres exemples que dans le champ du transport et de l'automobile auxquels les Français sont très attachés? Mais bien sûr, par exemple, dans le domaine de la production d'énergie. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités territoriales, beaucoup de petits villages montrent l'exemple en installant des capacités de production éoliennes, solaires. Et pour le coup, c'est une vraie dimension de partage. Ça bénéficie à la collectivité, ça bénéficie à l'ensemble pour financer des projets collectifs. Et on sort d'une espèce de centralisation de la production d'énergie. Et l'incitation fiscale est suffisante, elle est attractive? Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est intéressante qu'à partir d'un certain niveau d'investissement. Donc il faut une aide importante de l'État central ou de la région, en tout cas des collectivités importantes, pour amorcer la pompe. Mais une fois que cette pompe est amorcée, le bénéfice suit dans les premières années. Sophie Bargnaud, vous avez aussi identifié des exemples qui sont de nature à nous donner confiance. Oui, en effet, on trouve sur carenews.com différents exemples. On a par exemple pour la COP21 l'association YMCA France qui organise des climate camps qui permettent d'héberger des jeunes du monde entier pour participer à cette COP21. On a aussi un projet initié par la fondation Yves Rocher qui s'appelle Un arbre pour le climat et qui consiste à inciter les communes, toutes les communes de France, à planter un arbre. C'est avant le 25 novembre, donc on relaie l'appel et puis on y croit parce que la fondation Yves Rocher a déjà planté 55 millions d'arbres. Donc voilà, c'est un projet qui peut suivre. Et puis on a aussi une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au logement qui montre que le sujet de la COP21, c'est pas seulement que l'environnement très directement et qui montre que son sujet, qui est la lutte contre la précarité énergétique peut permettre d'améliorer les choses, d'avoir un impact en sensibilisant les locataires sur leur consommation énergétique et également en réhabilitant des logements anciens. Et puis un petit coup de cœur enfin avec une association qui est montée par des jeunes qui s'appelle Coral Guardian et qui propose pour contribuer à la sauvegarde du corail d'adopter un corail. Côté entreprise, un dernier exemple? Alors un dernier exemple avec la fondation Veolia qui soutient un MOOC biodiversité qui a été mis en place à l'université virtuelle Environnement et Développement Durable. Gilles Béroux, lorsque vous entendez ces exemples très pragmatiques, vous dites on peut s'en saisir, c'est ce sur quoi il faut s'appuyer pour que ça marche à COP21? C'est une dimension importante de la COP21, donc c'est pour ça que nous on va réunir des milliers de solutions au Grand Palais du 4 au 10 décembre. C'est parce que... Solution COP21. Solution COP21, il existe des solutions. C'est pas à l'échelle, il n'y en a pas assez, mais il y a aussi autour d'une démarche d'innovation aussi une façon d'attirer des nouveaux talents. Vous savez, il y a plein de gens qui créent des entreprises aujourd'hui, ces jeunes qui sortent de formation. L'idée, c'est aussi de leur dire, mais venez inventer pour le climat. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des entreprises, d'avoir des entreprises qui marchent, des start-up, et en plus, si vos startups, elles apportent des solutions pour la planète, vous êtes doublement gagnant. Et on voit bien aujourd'hui une dimension, une intégration, une inclusion très forte de ces questions. Peut-être moins sur des approches militantes qu'on a pu connaître dans le monde associatif. Moi, j'étais très engagé sur beaucoup de causes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une évolution qui s'est faite. Certains jeunes continuent à s'engager dans les associations. D'autres ont envie de s'engager socialement aussi en créant des sociétés, en se comportant différemment, en agissant à côté des associations. Je crois qu'il y a une effervescence. Vous savez, on est sur une génération très particulière. C'est la première génération de l'histoire de l'humanité qui se vit globale. C'est-à-dire, moi, j'ai un fils qui a 14 ans. 50% peut-être de ce qui fait sa culture est mondialisé. Ses jeux sont mondialisés. Il a une perception du monde entier aujourd'hui. J'ai envie qu'on s'appuie aussi sur ça parce que cette génération-là qui se vit collectivement de façon synchrone doit avoir les ressorts pour sauver la planète comme ils sont capables de créer des univers sur Minecraft ou autre. Quelle forme ça prendrait cette liste solutions COP21? Vous allez identifier des actions très pragmatiques et les suivre pour voir quels sont leurs déploiements. Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que le modèle est même réplicable? Alors, d'abord, sur toute solution, il faut en discuter, il faut l'analyser, il faut la mesurer, définir des critères. Donc, si on prend un exemple, vous installez une chaudière qui utilise la biomasse dans une ville. Si vous n'avez pas fait le travail en amont de bien vérifier que vous allez avoir de la ressource en biomasse, qu'il y a quand même des émissions qui peuvent être faites et que vous répondez aux besoins de maintenant,
et de demain. Aujourd'hui, quand on isole des maisons, notre problème, c'est de lutter contre le froid. Demain, ce sera lutter contre le chaud. Moi, je vis dans le sud de la France. On ne conçoit plus les maisons de la même façon qu'on le faisait il y a 10 ans. Donc, il y a un vrai travail collectif à faire. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi de ce qu'on va engager au comité 21 vers nos 20 ans qui auront lieu au mois de juin l'année prochaine. C'est comment massifier. Mais massifier, ça veut dire l'implication de tous. Et donc, c'est un vrai écosystème de personnes autour de ces questions climatiques. Je pense qu'on peut régler la question climatique si on crée une vraie alliance sur les 20 ans qui viennent. Hugues Sibyl, si on se projette solution COP21 pour vous, les critères d'évaluation qui pourraient dire là il y a performance, là ça a marché sur le plan qualitatif, là ça a marché sur le plan quantitatif, lesquels vous identifiez? Il y a d'abord évidemment les engagements qui seront pris, qui sont attendus sur les 2 degrés et sur les engagements financiers, puisque malheureusement ça passe quand même aussi beaucoup par des questions d'argent. Mais pour moi, et c'est aux journalistes que je le dis, c'est-à-dire qu'après COP21, d'une certaine manière, tout commence ou tout continue. Ne refermez pas le dossier quand COP21 sera refermé. Donc après COP21, ce que j'attends par exemple du gouvernement français, c'est qu'il traduise en actes ce qui se sera dit à COP21. Et par exemple sur nos sujets, qu'on ait une véritable transition énergétique citoyenne. Nous proposons par exemple au labo de viser 15% de production citoyenne d'énergie à l'horizon, c'est chiffré, avec un doublement des projets régionaux. Nous considérons qu'il est dangereux d'avoir un seul producteur-distributeur d'électricité en France qui, à travers 19 lieux de production, centralise la totalité de la production et de la distribution d'électricité en France. C'est dangereux, donc il faut le décentraliser. Et donc pour ça, il y a une partie de la solution qui est de la production citoyenne. Pour Greenpeace, Frédéric Amiel, le critère d'indice qui dit la COP21, ça a marché? Je suis d'accord, et puis je vais préciser un peu. La transition énergétique, aujourd'hui, il faut 8 km² de panneaux solaires par an et 720 nouvelles éoliennes par an installées. Si le gouvernement s'engage dans cette voie, on est vers un succès. Alors c'est à suivre. Merci de votre présence. Je vous rappelle que nous sommes pour cet enregistrement au Forum des associations et des fondations qui se tient au Palais des Congrès de Paris. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Retour en studio. Je recevrai Augustin de Romanet, qui est le président des aéroports de Paris. En question, le mécénat d'ADP auprès d'associations. Lire pour s'en sortir de prison. Bonne semaine. Au revoir et merci.